a l'aspect d'un texte à trous. Donc, je me suis attelée à le remplir avec l'aide de ces personnes, avec l'aide aussi de mes connaissances et puis d'un exemple de protocole que j'avais déniché sur Internet et puis d'une semaine de vacances posée pour faire ça parce qu'il faut quand même un peu de temps. Et puis, le chef de projet de l'époque, donc Céline, a établi le budget. L'objectif principal qui a été décidé, c'était tout simplement de comparer l'incidence du syndrome post-ponction lombaire entre deux groupes de patients, l'un recevant les conseils habituels d'hyperhydratation, puis l'autre ne recevant pas de conseils d'hyperhydratation. C'était assez expérimental de ne pas donner les conseils. Et puis, le critère principal, on regardait l'incidence du syndrome post-ponction lombaire. L'objectif secondaire, très simplement, c'était d'observer le jour de survenue du syndrome post-ponction lombaire. Après, le protocole demande d'autres renseignements, notamment le design de l'étude, c'est-à-dire comment les données vont être recueillies. Là, il s'agissait d'un protocole, donc on va dire un schéma de protocole prospectif. On allait recueillir des données à partir du démarrage de l'étude, ouvert parce que c'est difficile de faire un protocole en aveugle dans ce cadre-là. Contrôlé, je vous ai bien précisé qu'il y avait un groupe de patients qui allait être témoin, c'est-à-dire la pratique habituelle qui consistait à faire de l'hyperhydratation, une étude randomisée, donc c'est-à-dire un tirage au sort au départ de l'étude pour savoir dans quel groupe de patients le patient allait se retrouver, de non-infériorité. Là, c'est tout simple, ça veut dire qu'en fait, mon idée n'était pas de montrer que l'hyperhydratation était supérieure au fait de ne pas hyperhydrater les patients, mais à l'inverse, j'avais posé l'hypothèse que cette hyperhydratation, elle ne servait à rien, donc je voulais montrer que l'un ou l'autre donnait le même résultat pour ensuite simplifier les soins. Et puis multicentrique, au départ, ça ne l'était pas. On avait estimé qu'on était à Nantes suffisamment doté pour pouvoir faire l'étude seule. Par contre, Christelle m'avait bien dit, via son calcul d'effectifs, qu'il fallait inclure 554 patients. Au regard du nombre de PL faites au CHU de Nantes, j'avais estimé que 24 mois allaient suffire. Et selon la définition du SPPL, on allait suivre les patients 8 jours. D'autres aspects avaient été précisés, les questions d'éthique, comment le protocole, comment l'étude allait être organisée, le recueil de données, et puis justifier la méthode. On était donc sur une recherche monocentrique au départ. La recherche de financement, parce qu'aucune recherche peut se faire sans financement. Quand on inclut des patients pour des questions d'assurance, de besoins de personnel, il faut absolument un financement. Et par chance, en 2011, on était déjà à la deuxième session du PHRIP, le programme hospitalier de recherche infirmier et paramédicale. Donc, je me suis inscrite à ce PHRIP. À l'époque, il n'y avait pas de phase de lettre d'intention. On déposait directement le protocole complet. Et donc, là, on est en 2011. Et voilà ce qui s'est passé en termes de résultats, c'est que les experts ont trouvé que le protocole et la méthodologie étaient plutôt bien rédigés, en tout cas que la question était pertinente, mais voilà leur restriction qui a fait que je n'ai pas reçu la bourse cette année-là. J'étais jeune, c'est pas faux, isolée. Ils ont estimé que le fait d'être seul, encadré par un médecin, mais étant du service de maladies infectieuses et pas de neurologie, ça faisait de moi un professionnel très isolé par rapport à la recherche clinique, sans formation, c'est vrai, et puis peu expérimenté. Ils avaient bon sur les 4 tableaux. Mais j'avoue, 2011, ça a été assez difficile de recevoir ça, d'autant plus que les experts avaient tous trouvé que la question était pertinente et la méthodologie plutôt bien rédigée. En tous les cas, j'ai gardé cette motivation initiale, l'irritation du départ dont je vous ai parlé, pour continuer sur ce chemin-là. Et puis, je dis ici parce que sur une frise chronologique, il y a eu 4 ans avant que le Profidra continue, ça a coïncidé avec l'envie du CHU, de la DRCI d'une part et de la Coordination générale des soins d'autre part en 2013 de créer une cellule d'appui de la recherche paramédicale. Et parce que j'avais ce projet-là en 2011, eh bien, on m'a proposé d'assurer comme ça un poste à mi-temps au départ pour accompagner mes collègues à monter des protocoles quand ils se trouvaient dans ma situation. Donc, ça explique pourquoi, jusqu'en 2015, Profidra est resté un peu en veille. En tous les cas, en 2015, j'ai souhaité poursuivre ce projet que je n'avais pas oublié. Donc, je me suis retournée vers d'autres centres associés puisque j'avais pris en compte toutes les remarques des experts et j'avais revu la faisabilité de l'étude et je m'étais rendu compte que j'avais été trop ambitieuse vis-à-vis d'un essai monocentrique. Donc, voilà les centres qui avaient au départ répondu partant. On était plutôt à 4, donc La Roche-sur-Yon, Le Mans, Quimper
Et puis ensuite, les autres centres que vous voyez sur l'image sont venus nous rejoindre plus tard. En tous les cas, 2015, on dépose le projet et là, ça a été accepté parce que finalement, j'avais répondu aux exigences des experts et ils étaient rassurés sur la faisabilité. La mise en place de l'essai, pour moi, ma représentation de la recherche m'était dit que les gros efforts avaient été faits et je le voyais comme ça, c'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir franchi cette petite montagne, que désormais la mise en place allait se passer plutôt simplement puisque le protocole avait été rédigé de façon très très précise et que l'organisation avait déjà été déployée. Et en fait, j'ignorais tout ce que tout ce que recèle un iceberg, c'est cette partie immergée. Et je l'ai découverte par la suite, et ce qui a été très fort en enseignement, puisque en fait, je suis retournée voir mes collègues, c'est-à-dire le chef de projet, qui avait changé à ce moment-là. Je suis retournée voir Christelle, je suis retournée voir les collègues qui gèrent l'aspect data management, c'est-à-dire l'aspect informatique. Et puis, j'ai rencontré à ce moment-là David, puisqu'il a fallu qu'on prépare la mise en place de l'étude. Et chacun, à leur niveau, m'a redemandé de travailler sur mon protocole, soit pour créer des outils, soit pour préciser certains aspects. Et là, j'étais assez surprise, j'avoue. Et puis, là, je suis retournée aussi voir mes collègues du CHU de Nantes qui allaient inclure les patients, puisque j'avais changé de métier. Puis, les patients en neurologie, par exemple, sont à 10 km de mon bureau, donc j'envisageais pas de gérer moi-même cet aspect-là. Et je vais donc passer la parole à David Guénaud, qui va vous préciser les responsabilités des chercheurs dans les études et qui va vous montrer aussi leur mission sur une étude. Et bonjour à tous, donc je suis David Guénaud, je suis attaché de recherche clinique au CHU de Nantes et effectivement je travaille en collaboration avec plaisir et donc avec Emmanuel sur l'étude Profilera. Donc je vais vous présenter effectivement sur cette petite partie plus particulièrement la responsabilité du chercheur et puis donc dans cette suite on va vraiment se focaliser sur le chercheur, sur l'investigateur. Mais vous allez voir qu'en fait, il n'est pas tout seul dans cette épopée, dans ce projet. Donc, si on revient sur le schéma initial, voilà, vous retrouvez les différents acteurs. Vous voyez qu'en fait, l'intérêt de cette synthèse, c'est de montrer que finalement, il y a beaucoup d'intervenants sur un projet. Je pense qu'Emmanuel, tu te doutais pas, lorsque tu as démarré cette aventure, qu'il y avait autant de participants, autant d'intervenants. Et donc, on voit que effectivement, le chercheur, ici, s'apparente à l'investigateur sur ce schéma. Et l'investigateur, eh bien, vous en avez de différentes natures. Vous voyez ici sur le schéma, vous avez à la fois l'investigateur coordonnateur, c'est l'investigateur qui, à partir du moment où il y a plusieurs investigateurs, va lui coordonner, donc il va être responsable de la recherche donc au sens large, c'est-à-dire qu'il va animer le réseau des différents investigateurs qui participent au projet. Comme nous allons voir, il y a le centre promoteur de l'étude, mais il y a également des centres associés qui vont venir se joindre au centre investigateur promoteur. Donc ici, sur Profilera, nous avons 7 centres associés. Et donc, dans chacun de ces centres associés, nous avons un chercheur principal, un investigateur principal. Voilà. Donc, vous allez retrouver également cet investigateur principal côté promotion, pour le promoteur, dans le service d'investigation. Voilà. Donc, on distinguera donc l'investigateur, le chercheur, c'est nécessairement une personne physique. C'est la personne qui est responsable de l'étude, c'est celle qui dirige, surveille et réalise l'étude. Et vous allez voir qu'évidemment, elle n'est pas toute seule. Il manque un titre, du coup. Alors, ici, sur cette diapositive, je voulais vous montrer un petit peu les différentes étapes du projet. Donc, nous avons vu avec Emmanuel et sa narration du coup le début du projet, c'est-à-dire toute la partie recherche jusqu'au financement. Et puis, bien l'investigateur, il intervient donc dès le départ, l'investigateur côté promotion, dans l'émergence de l'idée. Et puis, vous avez aussi le chercheur qui va être recruté, donc dans les centres associés.
Donc cet investigateur, eh bien, il va participer à partir du moment où on obtient les feux verts de la CNIL, du CPP et de la NSM. À ce moment-là, on peut lancer le départ des études dans les centres associés. Donc, le début du travail de cet investigateur, du chercheur, dans les centres associés, va démarrer un petit peu avant la mise en place de l'étude. Ici, sur ce schéma, vous avez des codes couleurs. Vous retrouvez ici en violet, toute l'équipe de la promotion, en jaune l'équipe de l'investigation, mais du côté de la promotion, du centre promoteur, et puis en vert, donc, le chercheur, l'investigateur principal et les co-investigateurs des centres associés. Alors, l'intervention, les missions, les rôles et les responsabilités de l'investigateur principal et du co-investigateur vont intervenir tout au long de l'étude, un petit peu avant la mise en place de l'étude et jusqu'à la fin. Alors, la première étape, c'est donc avant le début de l'essai, l'investigateur principal travaille, comme je vous l'ai dit, en collaboration avec une équipe, donc il va être avec d'autres investigateurs qui vont effectuer le recrutement, qui vont travailler avec lui, mais aussi des techniciens d'études cliniques, d'autres infirmières, donc il y a toute une équipe, mais néanmoins, c'est lui qui reste responsable et qui va donc diriger, organiser et surveiller l'étude tout au long de sa durée et sur ce site-là en particulier. Donc il est responsable sur un site, sur un lieu donné. Alors, avant de débuter l'étude, avant le démarrage, il doit s'affranchir d'un certain nombre de choses. Il doit avant tout donner son accord. Donc, ici, il doit signer un accord de participation dans lequel il s'engage à un certain nombre d'obligations que nous allons voir juste après. Il doit également justifier de sa compétence, de sa qualité et de sa compétence, et de ses compétences. Donc, l'investigateur principal, comme tous les autres investigateurs de l'étude, devront fournir un CV à jour, daté et signé. Le cas échéant, à défaut d'un numéro d'ordre qui atteste donc de sa qualification, le numéro ADI. Avant de commencer également, il doit prendre connaissance du protocole. Ça paraît évident, mais c'est bien de le dire quand même. Il doit également s'assurer, avant de s'engager dans ce projet, il doit même démontrer qu'il aura les ressources adaptées au projet et qu'elles surtout elles seront suffisantes pour mener à bien toute l'étude. Et enfin, avant de débuter l'essai, il doit également avoir une connaissance des bonnes pratiques cliniques, qu'on appelle également les BPC. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors voilà, ça c'est le préalable au démarrage de l'étude. Vient alors l'heure de la mise en place. La mise en place de l'essai, elle fait intervenir les différents acteurs du projet. Donc à la fois, en général, elle se déroule sur le site, donc le centre associé, au niveau du centre associé, donc dans l'établissement. Donc elle fait intervenir l'investigateur coordinateur. Donc Emmanuel et moi-même, nous sommes rendus dans les centres, dans les différents centres, donc dans les 7 centres, afin de réaliser la mise en place. Alors la mise en place, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le but de la mise en place, c'est de finaliser la formation des intervenants, donc de l'équipe associée, donc de finaliser la formation, de revoir ensemble le protocole, de faire le point sur les choses importantes qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est aussi l'occasion de vérifier que les moyens qui vont être engagés sont bien adaptés et qu'ils sont suffisants. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler quelques points très importants que sont les BPC et également les points particuliers pour les notifications des événements indésirables graves, le cas échéant. Ça dépend des protocoles. Voilà. Donc, voilà le but de la mise en place. Et à l'occasion de cette mise en place, eh bien, lui, l'investigateur, il doit s'affranchir d'un certain nombre de choses. Donc, il doit participer à cette réunion. C'est impératif, il ne peut pas s'y soustraire. Il doit par ailleurs attester de sa connaissance du protocole et, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, quand on commence la mise en place, on connaît le protocole.
Donc, pour attester de cette connaissance, il doit tout simplement, très concrètement, signer une page dans le protocole. Il y a un espace prévu à cet effet, donc il signe la page du protocole, attester qu'il en a bien pris connaissance. Il s'assure aussi, puisqu'il est responsable, on l'a vu tout à l'heure, de son équipe, il s'assure de la formation de tous ses collaborateurs sur le projet, donc que tout le monde a connaissance du protocole et des points de vigilance. Il va un petit peu dans la continuité, puisqu'il est responsable de l'ensemble de son équipe et de la recherche sur le site, établir la liste de tous les intervenants et les tâches qu'il va leur déléguer. Voilà. Et en parallèle, il doit récupérer également les CV pour attester des compétences et qualifications de chacun des intervenants. Enfin, dernier point à la mise en place, l'investigateur, parfois ses collaborateurs, mais normalement il incombe à l'investigateur de vérifier que le promoteur, avant de démarrer l'étude, a bien obtenu toutes les autorisations réglementaires et que le promoteur a bien souscrit une assurance également. Alors, la mise en place étant faite, on a le feu vert pour la première inclusion. Donc on a répondu à toutes les questions qui pouvaient rester en suspens. On s'est assuré que tout était fin prêt. Donc, au cours de la réalisation de l'essai, eh bien, d'autres missions apparaissent pour l'investigateur, les investigateurs, que ce soit les investigateurs principaux, enfin, l'investigateur principal ou ses co-investigateurs. En effet, pour ces deux chercheurs, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y aura une inclusion, eh bien, au préalable, avant tout début d'étude du patient, avant toute inclusion dans l'étude, il devra être informé et le médecin ou l'investigateur, hein, l'infirmier éventuellement, devra donc recueillir le consentement du patient. J'insiste là-dessus, c'est un point très très important. Pour Profidra, d'ailleurs, les médecins, il n'y avait pas de temps de médical de prévu. C'est bien sûr l'infirmier, que ce soit à Nantes ou bien dans les centres associés, qui informait le patient et qui recueillait le consentement. On appelle ça investigateur principal. Après, le consentement, il peut avoir des natures différentes selon le type de projet. Alors, on peut avoir des consentements qui sont écrits, et puis on peut aussi recueillir le consentement de manière orale, et à ce moment-là, on demande à l'investigateur de réaliser une attestation, puisque bien souvent en recherche clinique, il faut toujours pouvoir être en mesure de démontrer les obligations auxquelles on est tenu. Donc, dans le cas de Profidra, par exemple, l'investigateur remplit une attestation, je sous-signais, avoir informé le patient et obtenu son accord oral. Voilà. Ensuite, parmi les autres missions, l'investigateur doit vérifier avant l'inclusion que le patient est affilié au régime de sécurité sociale. Avant toute inclusion également, l'investigateur vérifie, c'est dans le cadre du respect du protocole, les critères d'inclusion et de non-inclusion. Il ne respecte pas que ce point-là du protocole, bien sûr, il respecte le protocole dans sa globalité, mais évidemment que ce point-là est un point majeur. Il va respecter également la procédure de randomisation, ce qui n'est pas toujours le cas selon les études, mais dans le cas de Profidra par exemple, effectivement, nous avons les patients qui sont randomisés dans un ou des deux bras, hyperhydratation ou pas. Et puis, il faut évidemment bien suivre le calendrier de l'étude. Une autre mission et obligation importante de l'investigateur, que ce soit l'investigateur principal ou le co-investigateur, c'est la qualité du recueil de données. Donc ça lui incombe. Et donc ces données-là vont être reportées. En général, elles seront reportées par les techniciens d'études cliniques. Elles seront reportées dans un cahier d'observation. Et il faut absolument qu'il y ait une bonne cohérence entre les données sources qui sont recueillies et les données qui vont être colligées et intégrées dans le cahier d'observation. Alors c'est une obligation de l'investigateur et l'investigateur principal, puisqu'il est responsable d'ailleurs, c'est lui qui va valider, qui va cautionner en fait la validité des informations qui ont été recueillies et éventuellement qui ont été modifiées, parce que au cours des différentes visites, les visites de monitoring,
eh bien, il peut être amené, ou tout simplement parce qu'il s'en est aperçu, il peut être amené à modifier ces données, les données qui sont saisies, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur, un souci. Donc, du coup, les données sources ne correspondent pas aux données qui ont été saisies. S'il y a une erreur, on fait une modification. Eh bien, il va attester de la validité, il va attester de la véracité de ces informations. Et donc, en fin d'étude, l'investigateur principal est obligé de signer tous les cahiers d'observation. Alors, cette signature, elle se fait électronique, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il est obligé de le faire. Alors, une autre mission et obligation importante de l'investigateur, de tous les investigateurs, c'est la vigilance et la sécurité des patients. Donc, les événements indésirables doivent être notifiés au circuit habituel du soin ou au promoteur, selon les protocoles. Dans le cas des Profidra, par exemple, la vigilance reste assez light, puisque, en fait, il n'y a pas de notification d'événements indésirables à réaliser au promoteur. Uniquement, on reste dans le cadre du circuit habituel. Enfin, les deux derniers points, le dernier point, l'investigateur principal, c'est lui qui sera rencontré. Il doit toujours se rendre disponible et permettre l'accès des données pour les visites de monitoring. Le monitoring, c'est une visite qui est réalisée par l'attaché de recherche clinique, donc côté promotion, qui vient sur le centre, de manière à vérifier que les droits du patient sont bien respectés. Donc, tout à l'heure, on parlait du consentement, de l'information à consentement. Et puis, de vérifier également la cohérence entre les données sources et les données recueillies et insérées dans le CRF. Donc, à cette occasion-là, il peut y avoir justement des modifications, des questions posées, des éclaircissements à faire. Voilà. Et puis, pour être complet sur ces missions, sur cette étape-là du projet, eh bien, tout au long de la vie du projet, la documentation de l'étude est conservée par l'investigateur principal dans un endroit sécurisé. Et cette documentation doit être mise à jour au fur et à mesure. Et ça, c'est la responsabilité du promoteur que d'informer l'investigateur principal des nouvelles informations qui sont afférentes au protocole. Un dernier point, le petit point que j'ai oublié là tout en bas, qui se cache, effectivement, donc je vous ai parlé des visites de monitoring, il peut y avoir également des visites d'audit, donc un audit à la demande du promoteur peut être dirigé. Et donc, dans ce cas-là également, l'investigateur principal devra se rendre disponible et permettre l'accès aux données sources et à toutes les données de l'étude. Alors, voilà, nous avons fini la dernière inclusion. Les données vont être analysées et puis, une fois que ces données sont analysées, traitées par le promoteur, on arrive à la fin de l'essai. Et là, il y a encore deux missions pour l'investigateur. Alors, l'investigateur côté promotion, ici représenté en jaune, lui va devoir rédiger le rapport final. Alors, il va travailler en collaboration avec toute l'équipe de gestion de projet également à la promotion, au département promotion. Et il va devoir rédiger ce rapport final dans une période de moins d'un an. Et donc, l'investigateur du centre associé, tous les investigateurs principaux des centres associés devront également signer, avoir connaissance de ce rapport et le signer. Puis enfin, dernier point, tous les centres associés, aussi bien alors, les centres associés, le centre promoteur d'investigation et également le promoteur, devront archiver l'ensemble des documents de l'étude pour une période de 15 ans. Alors juste une petite remarque, la durée d'archivage diffère selon les types de projets. Les trois durées sont 15, 30 ans ou 40 ans. Et pour les projets de recherche paramédicaux, ce sera 15 ans. C'est parce que c'est une recherche à risque et contrainte, mais anciennement soit en cours. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion, pour finir, j'ai fait allusion à plusieurs reprises aux BPC. Alors, les BPC sont les bonnes pratiques cliniques. Les bonnes pratiques cliniques, elles sont importantes, c'est un des piliers de la recherche clinique.
parce qu'en fait, elle formalise en fait l'ensemble des exigences qualité dans le domaine scientifique et éthique pour la recherche clinique. Elles recensent également les exigences pour la conduite du projet, donc tout ce qui est d'ordre de la planification, de la mise en place, de la conduite et jusqu'à l'archivage, donc toute la durée du projet. Elle présente ces bonnes pratiques cliniques, donc elle présente les dispositions qui permettent de réaliser un recueil qualitatif et donc d'assurer l'authenticité des données. Et puis, eh bien, je parlais de ces BPC à cet instant, puisque en fait, ça va vous permettre également pour vous de retrouver de manière simple les rôles de tous les intervenants de la recherche clinique, puisqu'en fait, elle recense le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs de la recherche clinique. Voilà. Donc, les bonnes pratiques cliniques, elles permettent la crédibilité des données et également la protection des droits et l'intégrité des patients. Alors, pour conclure désormais, nous allons faire un petit point, puisque ces bonnes pratiques cliniques, finalement, tous les acteurs de la recherche clinique doivent les connaître, doivent avoir connaissance, alors, au moins savoir où trouver l'information, et il est donc nécessaire de s'y former. Alors pour se former, le GIRSI propose un dispositif de e-learning, donc il est sur la plateforme Lirego, il est tout à fait possible, et donc pour tous les établissements de l'interrégion à Grand Ouest, de manière gratuite, de se connecter sur la plateforme pour réaliser un parcours de formation BPC. Donc c'est du e-learning, c'est disponible de n'importe quel ordinateur connecté à Internet, et vous avez un contrôle des connaissances avec une attestation aux bonnes pratiques cliniques que vous obtenez en fin d'exercice, en fin de formation, en parcours. Alors l'accès à cette plateforme hors de l'interrégion est payant. Par contre, il faut contacter Céline Mérouz donc à l'adresse que vous trouvez sur le diaporama. Et puis sinon, tout simplement en se connectant à l'adresse que vous avez ici indiquée. Et comme vous n'êtes que des participants de l'interrégion, il est bien sûr gratuit pour vous. Alors voilà, j'avais mis pour information, pour peut-être les non-initiés, un certain nombre d'abréviations qui ont été utilisées au cours de ce diaporama. Donc merci de votre attention et précisez qu'aujourd'hui même, plusieurs patients ont été inclus dans cette étude et donc désormais 412 patients sont inclus. Et je remercie tous les collègues de l'interrégion qui œuvrent chaque jour pour ça. Émilie, on vous repasse la parole? Oui, donc je reprends effectivement la parole. Alors, ça de très courte durée, puisque je vais maintenant passer la parole à Denis Bennuno qui va vous parler du cadre philosophique de la recherche en santé et de son positionnement en tant qu'infirmier au CPP. Donc, je lui passe la parole. Alors, le temps de vous partager mon écran. Voilà, je passe la parole à Denis. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Denis Belluno, je suis infirmier au CHU Angers et membre du comité de protection des personnes d'Angers Ouest. Donc on m'a demandé de parler de la place de l'infirmier qui devenait chercheur quand le patient passe d'un patient à sujet de recherche et le changement de position du soignant. Voilà. Donc on a vu dans les précédentes interventions qu'il y a beaucoup d'intervenants auprès de la recherche, et donc c'est qu'au niveau en 2013, lors des ateliers de GIA,
on avait classé les intervenants au niveau de la recherche en différentes catégories. Donc la catégorie 1 qui appliquait tous les paramédicaux à l'hôpital qui participaient à la recherche dans le cadre de leurs soins, de leur unité, dans leur unité de travail. La catégorie 2, qui est donc les métiers support de la recherche, on a vu que c'est sur les infirmiers de recherche clinique, les attachés de recherche clinique et tout ce genre de personnes. Et la catégorie 3, les paramédicaux chercheurs, donc hospitaliers ou universitaires. Donc j'ai revu un peu cette catégorie, plus orientée effectivement des paramédicaux vers le côté infirmier qui est plus mon cœur de métier. En mettant donc en catégorie 1 l'infirmier qui est dans l'unité de soins, qui est en général chargé de récupérer les données auprès du patient pour aider à remplir les CRF. La catégorie 2, donc l'infirmière ou infirmière de recherche clinique. La catégorie 3, l'infirmier qui initie un projet de recherche comme coordinateur ou investigateur principal, qui peut être ou non diplômé universitaire avec un master ou un doctorat. Et donc, je rajoutais une quatrième catégorie qui se développe maintenant, je dirais d'infirmiers veilleurs, donc ceux qu'on retrouve au sein des collèges, des comités de protection des personnes qu'on trouve au niveau national, qui sont là au fait pour garantir et protéger les patients. Donc on repart sur la position du soignant. L'infirmier en soins généraux, l'infirmier de base, lui, son rôle normalement, c'est d'évaluer l'état de santé d'une personne et d'analyser les situations de soins, de concevoir, définir, planifier des projets de soins qui sont personnalisés, dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Il réalise l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. On voit bien que les soins sont personnalisés et on parle de patients. La médecine, selon Robert Michary, dit donc que la médecine est par vocation humaniste, elle s'adresse à un sujet qui est diminué et sa préoccupation est donc de restituer le sujet dans la plénitude de ses forces pour qu'il puisse profiter de la jouissance de son existence. Quand on passe au niveau chercheur, cette fois-ci, on peut se poser la question si chaque professionnel du monde de la santé a comme souci, comme devoir premier, de préserver son statut de sujet à toute personne hospitalisée. Effectivement, on peut se poser du coup la question, savoir si la personne ne devient pas un sujet. Et du coup, vous m'entendez, par rapport au sujet de recherche. Sachant que la maladie est le moment où l'être humain est peu à peu réduit dans sa puissance créatrice, c'est-à-dire ramené à sa condition de système d'organes. Donc, on se retrouve donc avec un soignant, donc un infirmier, qui va évoluer dans ses fonctions. L'infirmier qui effectue les soins en respectant les bonnes pratiques, on va dire celles qu'on apprend effectivement dans nos IFSI. Passer à un infirmier chercheur, un peu plus rebelle, qui va se poser des questions par rapport à l'evidence-based nursing, et existe-t-il une solution au problème de la personne qui on m'a confié. Dans l'evidence-based nursing, notamment, pourquoi utiliser systématiquement un barboteur lors d'une oxygénothérapie, ce qui avait permis au PHRP oxyréa de sortir. La position du soignant-chercheur, par exemple, moi je suis plus dans le domaine de la cicatrisation, donc j'ai mes idoles aussi. Et donc, dans le cadre de la prise en charge de la plaie cancéreuse, l'infirmier lambda s'occupe de la gestion de la cicatrisation. La gestion des odeurs de la plaie commence à poser plus de questions. Et la problématique du soignant qui devient chercheur, c'est existe-t-il une solution au problème de la personne qui m'est confiée, à savoir, est-ce qu'il existe des moyens pour gérer les odeurs? Problématique purement paramédicale que les médecins n'avaient pas forcément intérêt. Donc, il en découle une problématique, je fais un travail pour gérer les odeurs. L'idée, c'est de chercher la composition de l'odeur, son délai d'apparition, etc., pour après pouvoir gérer ces odeurs en faisant notamment aboutir sur un pansement au curcuma. Et le fait qu'une fois qu'on est dans la recherche, qu'on met un doigt, on y parle tout pas, des odeurs de la plaie, elle est partie sur la détection des cancers grâce aux odeurs et notamment par rapport aux chiens. En sachant donc, comme elle dit elle-même, je n'ai pas fait une thèse pour être chercheur, elle veut être d'abord infirmière puis chercheuse, mais pour améliorer la qualité des soins, j'en reviens toujours à mon métier, dit Isabelle Froumontin. Elle confondait, elle précisait lors des interviews à Ouest France, elle cherche et innove pour le bien-être de ses patientes, notamment atteintes du cancer du sein. Pourtant, normalement, en tant que chercheuse, elle était influencée par son goût pour l'humanitaire, pour l'Afrique,
Du coup, l'intérêt pour trouver des produits qui soient peu onéreux et qui puissent être exploités sur les autres continents. Des moyens faciles de dépistage qu'on puisse emmener dans des pays où il y a peu de développement médicalisé. Et aussi le fait que c'est une pathologie qui touche de nombreuses femmes auxquelles elle a été contactée. Après, on pourrait se poser la question, pourquoi n'a-t-elle pas travaillé par rapport au cancer de la prostate? Et là, on dit, oui, c'est normal si tu es une femme. Sauf que là, vous avez tout le côté familial qui vient intervenir et on a tous un papa et une maman qu'on aime bien soigner. Après, donc, une fois qu'on a défini le statut du chercheur, le chercheur a un lien avec son patient. Le patient, il voit arriver quelqu'un en blouse blanche, forcément, c'est l'autorité, il a le savoir. Si je me laisse faire, je serai bien pris en charge, j'aurai le meilleur traitement. Il ne va surtout pas dire non au chercheur. Sinon, il a peur d'être moins bien soigné. Le soignant-chercheur, lui, il arrive, de toute façon, je suis certain de mon choix, et c'est pour le bien des futurs patients. Ça, c'est dans l'idéal, sauf que maintenant, la nouvelle technologie est arrivée. Il y a Internet, avec la vulgarisation scientifique, accès à toutes les publications et actualités scientifiques en temps réel, avec les associations de patients. Au début, les associations pour les sidéens, puis maintenant, là, avec le 36-37 par rapport aux myopathies, mais la même chose au niveau de notre grande région avec les associations pour la SLA, qui sont là pour attiser la recherche, qui vont financer des études, qui donnent des bourses, qui ont des patients qui sont volontaires pour tout tenter. Ces associations sont capables de fournir des listes de volontaires, et la peur du patient, c'est surtout de rater le nouveau traitement qui va être salvateur. Après, apparaît en plus au niveau des autotraitantes et maintenant la notion des patients qui sont experts, qui donc eux assurent la veille, c'est coupé. Les patients experts qui eux vont assurer la veille documentaire pour l'association et qui vont aussi maintenant être appelés à former les jeunes soignants, éventuellement jeunes chercheurs. Ça bug. Donc, suite à cette relation avec le soignant et le patient, le sujet de la recherche, on va donc se retrouver avec éventuellement des possibilités de conflits et de discordances qui vont être à gérer par le comité de protection des personnes, à savoir que le chercheur, quand il sollicite une personne pour intégrer un protocole de chaire, n'est jamais neutre. Si on prend dans le cas présent le médecin, qu'on va dire A, qui propose aux patients la participation à la recherche du meilleur traitement qui va exister, avec une randomisation qui offre de toute façon le choix entre deux très bons traitements, et un engagement local, c'est-à-dire, vous comprenez, notre CHU, il est impacté dedans, c'est nous qui l'encadrons, vous allez promouvoir au niveau local, on va entraîner une attitude positive des patients. Le médecin B, lui, la participation, c'est à l'amélioration d'un traitement actuel. Donc, il n'y a pas forcément un retour immédiat. La randomisation, eh ben, vous avez la chance entre deux traitements qui vont être délivrés, mais peut-être que ce ne sera pas aussi efficace. Et le service qui fait partie d'un essai, c'est quelque chose de multicentrique, national, international. Donc, du coup, en tant que patient, vous risquez d'être un peu noyé dans la masse. Ce qui entraîne, le patient va avoir plus de doutes. Donc, le travail au niveau du CPP, ça va être de clarifier les choses pour que se mettre à la place du patient, pour que l'information soit la plus claire et la plus digeste possible. Donc, pour parler plus de nos actions, nous, au niveau infirmier dans les CPP, le premier écueil qu'on rencontre, c'est souvent il est difficile de gérer les dossiers de pédiatrie. Comment avoir le recul pour se détacher et avoir un regard clair qui est compliqué, sachant qu'on a tous une famille et qu'on a tous tendance à transposer, même s'il y a un pédiatre qui est toujours présent avec nous dans le cas de gestion de dossier pédiatrique, c'est toujours tendu. La problématique, après, de l'avenir des patients. Le positif, c'est que maintenant, on ne mesure plus l'avenir des patients de surplus en journée avant décès, mais par l'évaluation de la qualité de vie. La différence, c'est par rapport à quand vous êtes en réanimation, le délai n'est pas le même en fonction de votre qualité de vie. Donc, même chose par rapport à la notice d'information, la lettre d'information que, en tant qu'investigateur et créateur de protocole, vous allez mettre en place. L'idée au niveau du CPP, en plus des soignants, il y a des représentants des associations d'usagers, il y a des juristes,
qui sont là pour en même temps observer votre courrier, vérifier que l'information y est claire et suffisante, qu'elle est neutre, qu'elle n'influence pas ou présente des contraintes. Toujours avec l'idée, si je signe, je vais être mieux soigné. Problématique de la randomisation. Le tirage au sort peut m'empêcher d'avoir le meilleur traitement. Présence d'un comité indépendant de surveillance, à savoir que si la personne se prête à la recherche n'a pas des pertes de chance, si le traitement est efficace ou inversement si le traitement fait moins bien que le traitement de référence. Pour mettre de côté aussi un dossier, l'impossibilité de terminer un protocole de recherche. Exemple, si les calculs des statistiques sont basés sur une prévalence de risque qui est trop ancienne, dans le cas présent, j'ai été sollicité pour le cas d'une recherche concernant les escarres, et donc on se retrouve avec une prévalence surestimée avec un nombre de sujets à inclure qui est donc inférieur, et quand on refait les calculs, on se retrouve à avoir une augmentation du nombre de personnes nécessaires, donc une augmentation du délai de recrutement, et surtout une augmentation du coût. Dans la même idée, par rapport à une méthodologie qui ne permet pas de conclure, exemple, dans le cadre d'une étude sur le passage lipidique au niveau du plasma, où en fait, pour une question de praticité, on ne considérait qu'un seul repas gras pour le patient et on faisait les prises de sang dans les 12 heures qui suivaient. Du coup, avec un seul repas, modifier le profil lipidique d'un patient, c'est compliqué. De même, essai d'un nouveau produit hémostatique sans comparaison avec un produit déjà fait référencé. Dans ces cas-là, à chaque fois, on sortait sur le fait qu'il y avait une absence de bénéfice pour la personne. Même système aussi, si la randomisation n'est pas équitable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement de référence. Dans le cas présent, c'est une étude sur un dispositif protecteur de pansement qui est déjà commercialisé et qui serait financé par le patient avec comme comparatif un sac plastique. Il n'y avait pas de randomisation, il y avait des biais multiples de sélection, et donc du coup, le CPP a conclu au non-intérêt de l'étude pour le patient. On peut aussi mettre de côté un dossier pour une lettre d'information qui est trop compliquée, trop technique, en sachant que la notion de trop technique dépend de la population visée, comme on parlait tout à l'heure par rapport aux associations sur les myopathies, sur les CD1. En général, le patient qui reçoit la lettre d'information en connaît autant que l'investigateur, donc il est au contraire à la recherche d'informations précises. Le courrier insistant aussi d'une association pour qu'un protocole de recherche soit accepté, c'est arrivé ça. Et là, ça pose effectivement question quand le protocole est mal tourné à côté. Voilà. Donc, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Et je vais passer la main à Émilie. Donc très rapidement, en fait, je reprends la main puisqu'on va laisser la parole à la dernière intervenante, donc Carole Aubertin du CHU d'Angers, qui va nous parler de la faisabilité. Alors peut-être, voilà, Carole me dit peut-être Emmanuel souhaite ajouter un mot d'abord. Emmanuel, veux-tu intervenir ? Voilà, merci Carole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les inclusions ne sont pas passées suffisamment rapidement avec les 4 centres vus au départ. Donc, c'était l'année dernière, fin 2016, début 2017, on a décidé d'aller vers d'autres collègues de l'interrégion pour leur demander de nous rejoindre. Donc, au départ, le CHU d'Angers, et puis 3 autres CH, le CH d'Orléans, le CH de Cholet et le CH de Saint-Nazaire. Donc, voilà pourquoi on est désormais 8 sur l'étude, en espérant que l'étude se termine l'année prochaine, en novembre 2019. Et Carole, quand je lui ai posé la question, elle a en effet dû, avant de pouvoir répondre, s'assurer de son côté que l'étude était éligible dans son périmètre. Merci, je laisse la parole à Carole. Oui, ouais. Bonjour à tous, moi je suis Carole Aubertin, cadre de santé sur les urgences du CHU d'Angers. Et tout d'abord, quand Emmanuel m'a sollicité pour participer à Profilera, j'avais tout de suite envie de dire oui, ok, on démarre, mais c'est pas si simple et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant.
Donc moi, dans les engagements de l'investigateur associé, ce que j'ai pu, je mets OK, Émilie, pardon. Je peux voir d'abord un engagement professionnel, mais surtout personnel. Je vais vous dire un peu le calendrier de la mise en place, et puis les engagements réglementaires dont David a parlé tout à l'heure, mais je vous ferai un bref rappel. Tout d'abord, l'engagement personnel et professionnel, c'est est-ce que j'adhère au projet, c'est-à-dire est-ce que ce projet-là fait sens pour moi, parce que je vais devoir le porter au sein de mon unité, et si j'y crois pas, j'amènerai pas une équipe avec moi. Dans le cas de Profindra, je voyais tout l'intérêt de ce projet pour les patients et pour les pratiques de soins, enfin que ce soit pour les patients d'abord et les pratiques de soins et les charges en soins pour les paramédicaux. Donc ce projet faisait sens pour moi. Ensuite, il y a une lecture approfondie à avoir du protocole, parce que même si les vendeuses au départ, parfois dans le protocole se nichent des procédures plus complexes qui seront complexes à mettre en place auprès des patients dans son unité. Donc là, il n'y avait pas de barrière pour moi, et voilà, bien qu'on ait les textes réglementaires, mais ça, David vous en a parlé tout à l'heure, avec les bonnes pratiques cliniques. Donc première étape, est-ce que j'adhère au projet? Oui. Ensuite, est-ce que c'est réalisable dans l'unité où je travaille? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux capacités de recrutement? Il y a un objectif de recrutement. Enfin, Emmanuel avait besoin de recruter pour son étude tant de patients. Sur les urgences du CHU d'Angers, des ponctions lombaires en ont fait pas mal dans la semaine, donc ça me semblait faisable. Et c'est bien de bien l'évaluer, parce que malgré le nombre important de ponctions lombaires fait chaque semaine dans l'unité, au final, le nombre de recrutements et d'inclusion est bien moindre que ce qu'on pourrait faire, parce qu'il y a derrière la motivation des équipes et de la communication à faire. Donc, mais au départ, les capacités de recrutement sont là. Est-ce que ça va être faisable dans l'unité, c'est-à-dire entre la ponction lombaire, le recueil de données, le suivi des patients, est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour inclure des patients? Les urgences, c'est pas un secteur d'hospitalisation traditionnelle où on peut programmer des ponctions lombaires. Nous, c'est des patients qui arrivent en urgence, chez qui ça n'a pas été programmé. Donc, est-ce qu'on va pouvoir s'organiser, garder des patients dans des box pour pouvoir éventuellement leur demander de boire beaucoup, qu'ils soient au calme? Est-ce qu'on va pouvoir les rappeler à 5 jours, recueillir leur numéro de téléphone? Est-ce que tout ça, ça sera faisable dans l'unité? La réponse était oui, c'était faisable. Ensuite, est-ce que j'aurai une adhésion de l'équipe paramédicale, et est-ce que ça ne sera pas trop lourd sur la charge en soins? Donc ça, c'est à évaluer un peu la lourdeur ou pas du recueil de données. Les infirmières aux urgences prennent en charge un nombre de patients très important sur leur plage horaire. Leur demander de inclure sur CleanSight, leur demander de faire du recueil de données très précis, ça ne me semblait pas faisable, mais j'ai trouvé un moyen détourné de malgré tout inclure des patients. Mais sur l'idée du projet de se dire, est-ce qu'on aura à l'issue de cette étude une preuve qu'il est important d'hyperhydrater ou d'hydrater normalement un patient en post-ponction lombaire, ça, l'équipe a adhéré. Donc oui. Ensuite, l'adhésion de l'équipe médicale. Dans le cadre de Profindra, c'est une étude paramédicale, donc a priori, on n'a pas besoin d'accord de médecin pour inclure un patient, mais on travaille en équipe avec l'équipe médicale et démarrer un projet de recherche, quel qu'il soit, sans en prévenir le chef de service, ça ne me semblait pas faisable. Et puis, toujours dans le cadre de Profindra, c'est important de savoir si le patient, avant de l'inclure, il est contre-indiqué à l'hyperhydratation orale. Ça ne sert à rien d'inclure un patient s'il est à jeun, parce que s'il tombe dans le bras hyperhydratation, au final, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, pour chaque inclusion de patient, on a besoin d'un médecin pour cette indication, non contre-indication. Donc, il allait falloir avoir l'adhésion de l'équipe médicale pour ce projet. Donc, ce projet a été présenté au chef de service et à une partie de l'équipe médicale qui a vu aucune opposition, voire qui a accueilli avec enthousiasme ce projet d'Emmanuel. Donc, c'était OK pour cette question-là aussi. Ensuite, un détail, mais qui a sa grande importance, c'est la disponibilité d'ARC ou de TEC dans l'unité pour le suivi des patients.
Pour l'étude Profidra, il y a le recueil de données à T0, mais le rappel des patients à 5 jours. Et ça, c'était compliqué à organiser, mais avec beaucoup de chance, on a une équipe de recherche au sein des urgences et donc les ARC se sont montrés disponibles pour effectuer ce recueil de données à 5 jours. Donc pour ça aussi, on a tout validé. Donc on pouvait dire OK à Emmanuel. Mais c'est pas fini. Donc on s'organise pour adhérer pour travailler sur ce projet. Donc comme je vous l'ai dit, le projet a été présenté à l'équipe médicale avec un accord de principe, à l'équipe paramédicale aussi, parce que même si moi j'adhère et que j'ai envie de porter ce projet, je ne peux pas être toute seule et donc j'ai présenté ce projet à l'équipe paramédicale pour qu'il y ait des infirmiers référents qui puissent être des relais auprès de l'équipe sur l'explicitation du projet, sur me prévenir quand il y a des patients incluables. Et voilà, donc ça, on l'a présenté. Moi, j'ai, comme vous l'a dit David, donné mon accord écrit et fourni un CV. Il a fallu être présente à la visite de mise en place. La convention entre les deux CHU, c'est un détail mais qui est important parce qu'on ne démarre pas le projet tant que la convention n'a pas été signée entre nos deux centres. Et après la visite de mise en place et tout l'aspect réglementaire, il faut aussi attendre l'autorisation à débuter la recherche qui met, dans notre cas, a mis une quinzaine de jours à peu près à arriver. Donc ensuite, la formation des infirmiers référents, dans le cas de Profidra, assez simple, c'est-à-dire quel patient on peut inclure, quel est l'objectif de Profidra, pour qu'ils puissent m'alerter assez vite quand il y avait des patients incluables. À la question qui fera les inclusions, j'ai très vite abandonné l'idée de faire inclure des patients par les infirmiers parce que l'utilisation de CleanSight, il y a une cinquantaine d'infirmiers aux urgences, c'était compliqué de former tout le monde et d'avoir des accès pour tout le monde, de les rendre autonomes là-dessus. Donc j'ai préféré moi gérer les inclusions et me dire qu'on n'inclurait que du lundi au vendredi aux heures de bureau. Et voilà, donc l'idée c'est que les infirmiers repèrent les patients incluables, me fascinent et que je vienne inclure avec eux en leur expliquant évidemment ce que je fais et comment j'informe les patients. Mais voilà, j'ai laissé reposer ça sur moi. Je trouvais que c'était trop lourd en charge de travail de faire les inclusions. Le suivi, le recueil des données, dans un premier temps, donc, soit les infirmiers s'ils sont disponibles, soit moi. Donc les patients, ils sont incluables. Je vais les voir avant ou juste après leur ponction lombaire pour les informer du protocole et recueillir leur non-opposition. Et ensuite, ils sont randomisés et ils ont une hydratation normale, comme ils le souhaitent, soit une hyperhydratation. Et à ce moment-là, soit l'infirmière est disponible 2 heures après la ponction lombaire pour recueillir la quantité bue, soit elle n'est pas disponible et c'est moi qui vais recueillir la quantité bue au bout de 2 heures. Et par contre, c'est les ARC qui font l'appel téléphonique à 5 jours pour le suivi des céphalées post-ponction lombaire. Dans tout ce calendrier aussi, il y a donc ce suivi des inclusions et surtout des relances régulières, de redire à l'équipe à chaque plage horaire, appelez-moi s'il y a une ponction lombaire, faites-moi signe. Voilà, ça c'est à faire régulièrement et malgré tout, on a un peu de mal à faire les inclusions. Bon, après, il y a beaucoup de patients âgés, il y a des patients qui sont trop confus quand ils arrivent aux urgences pour être inclus parce que il faut que le patient soit bien présent avec un Glasgow 15 pour pouvoir nous répondre et pouvoir donner son accord en toute bonne conscience. Donc ça, c'est pas la majorité des patients qui ont une ponction lombaire aux urgences, mais on poursuit quand même. Les engagements réglementaires, David vous en a dit une grande partie. L'information des patients qui soit claire et loyale. Il ne s'agit pas d'inclure des patients pour faire de l'inclusion. Il faut informer de façon loyale le patient sur ce à quoi il participe et prendre ce temps-là. Et ensuite, l'inclusion est suivie conformément au protocole, donc en respectant le protocole. On ne s'arrange pas avec des petites modalités personnelles. La tenue du dossier. La tenue de dossier médical, enfin de soins, pardon. Chaque patient inclus, ça doit être noté dans son dossier médical, dans son dossier de soins, on doit pouvoir le retrouver après le moment du monitoring. La responsabilité par rapport à la fiabilité du recueil des données.
Et comme vous l'a dit David aussi, d'être disponible pour le monitoring, les audits, mettre à disposition les dossiers pour l'art promoteur. Enfin, voilà, notifier aux promoteurs tous les événements indésirables graves, tous les faits nouveaux, et puis sécuriser les documents des recueils de données. Et puis, après tout ça, on n'a plus qu'à inclure et se connecter sur CleanSight. Voilà, je vous remercie. Donc, je reprends juste la parole rapidement pour remercier tout le monde. Je vais peut-être laisser dire un mot de la fin à Carole, à Emmanuel, si tu veux reprendre pour un petit mot de la fin. Et ensuite, on posera les questions. Voilà, on prendra pour poser les questions. Merci Lydie. Bien sûr, David et moi, si vous avez des questions sur cette présentation, on va y répondre. Et puis, je voulais dire aussi que Profidra, quand on l'avait déposé à la DGOS en 2015, c'était de pouvoir répondre à cette question qui nous mobilise toujours. Est-ce que ce conseil infirmier est valide et est-ce que c'est important de l'enseigner? Est-ce qu'il faut le conseiller aux patients? Mais au-delà de ça, d'emblée, ce protocole, on l'avait positionné aussi comme une façon de démarrer en recherche clinique, c'est-à-dire de rédiger le protocole de façon le plus simple possible avec peu de données à recueillir afin d'arriver à ces 554 patients inclus et puis de pouvoir faire participer des centres qui démarraient en recherche clinique. Et c'est le cas aujourd'hui. Moi, je suis ravie aussi de cette aventure parce que ça fait l'objet de rencontres sur l'interrégion. Et je pense qu'après ce projet-là, on espère que ce soit aussi d'autres projets qui nous rassembleront et peut-être pour les centres associés, avoir pris confiance dans cette capacité à recruter pour pouvoir eux-mêmes se lancer sur leur propre protocole. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour les questions, n'hésitez pas, pour ceux qui n'étaient pas présents au début de la présentation, vous n'avez pas de micro pour l'instant, de micro ouvert, mais vous pouvez les poser par chat sur le petit onglet en fait qui figure sur la petite barre d'outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous attend pour les questions. Alors, Cécile me dit que si vous voulez prendre la parole par oral, c'est également possible, mais juste mettez un petit message en fait dans la partie chat et on vous donnera la parole, on vous ouvrira le micro. Je peux préciser en attendant peut-être que les questions se rédigent que réglementairement, il y a une newsletter qui est rédigée assez régulièrement pour faire l'état des lieux de la recherche, le nombre de patients inclus. Est-ce qu'il y a des modifications du protocole qui auraient fait l'objet d'un amendement près du comité de protection des personnes? Et puis, dès le départ, on a recueilli l'email des patients. Ça avait été accordé par le CPP afin de pouvoir restituer les résultats de cette étude aux patients qui ont accepté de participer. Et puis, parce que le suivi du patient se fait par téléphone, j'ai eu l'occasion d'avoir des patients au téléphone, même si c'est pas moi qui fais la majorité des suivis de patients. Et c'était intéressant de pouvoir communiquer avec eux, puisque à plusieurs occasions, les patients ont plutôt témoigné de leur satisfaction de participer à une recherche en soins infirmiers, pour améliorer les soins infirmiers de façon générale et puis parce que même cette question-là, finalement, ils se l'étaient posée via les réseaux sociaux. Donc, ça fait du relais avec ce que Denis a pu présenter, c'est-à-dire qu'avant d'avoir ce soin, quand c'était programmé, la plupart d'entre eux étaient allés se renseigner sur Internet pour connaître ce qu'était une ponction lombaire et puis comment se passait cet examen. Et la plupart d'entre eux avaient lu qu'il fallait boire beaucoup après une ponction lombaire. Donc, d'où l'importance d'informer le patient et de se mettre aussi au niveau de ses connaissances dans ce domaine-là, parce que s'il tombe dans le bras expérimental avec pas de hyperhydratation conseillée, eh bien, il faut s'enquérir de ça pour pouvoir aussi lui expliquer pourquoi est-ce que dans le cadre de ce protocole, on lui demande de ne pas s'hyperhydrater. Merci Emmanuel. Alors on a plusieurs questions qui commencent à apparaître. Une première de Fabienne Cléon
Alors, on vous ouvre le micro si vous voulez poser votre question. Madame Cléon. Alors, sinon, je vais relayer la question, ça va être plus simple. Donc, comment avez-vous défini le nombre de 554 patients inclus? Alors, cette question-là, elle se pose pour les études quantitatives prospectives, elle se pose en amont des inclusions. En fait, c'est un calcul que fait le méthodologiste et on évalue ensemble ce qu'on aimerait montrer à la fin comme différence entre les deux groupes. Donc, on regarde cette différence d'incidence de syndrome post-fonction-Baird entre les deux groupes. Eh bien, avec les données de la littérature existante autour d'incidences connues des syndromes post-fonction lombaire, Christelle a pu faire son calcul. Donc, ça veut bien dire que quand on veut calculer ce nombre de patients nécessaires, il faut avoir ces données-là de base. C'est-à-dire que la revue de littérature doit nous permettre de connaître un peu la population à qui s'adresse le protocole. Et si la littérature ne donne pas ces chiffres-là, eh bien parfois il faut mener ce qu'on appelle une étude pilote, une étude exploratoire, pour un peu mieux préciser ces aspects-là lorsqu'ils ne sont pas disponibles par la littérature. Merci Emmanuel. On a une deuxième question donc de Thomas Hulot au CHD de Vendée qui nous dit « Bonjour et merci pour ces présentations. Le choix d'inclure des patients uniquement lors de la présence des cadres de santé au CHU d'Angers ne risque-t-il pas d'inclure des biais? Ce point de vue a-t-il été discuté avec Emmanuel Cartron ?» Donc je vais donner la voix aussi. Non, c'était un peu le seul moyen d'inclure des patients, donc Emmanuel Cartron, je pense qu'elle validait ce point de vue. Je remercie Thomas d'avoir posé la question. Ce choix-là, il fait partie de la faisabilité. Dans tous les centres, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les ponctions lombaires faites dans les services de médecine, d'hospitalisation, on va dire les services conventionnels, il peut y avoir des ponctions lombaires la nuit. C'est très rare que le personnel de recherche soit là la nuit. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des PL qui sont ratés, que ce soit à Nantes, que ce soit dans les autres centres. Après, c'est sûr qu'il y a la moitié des centres inclus uniquement dans les hôpitaux de jour, c'est-à-dire dans les centres où les ponctions lombaires sont des ponctions lombaires programmées. Mais je pense pas que ce soit un billet, puisque il y a un tirage au sort qui est fait, et donc que ce soit sur des PL programmés ou sur des PL non programmés, mais quand même faites dans le cadre d'une présence de personnel, la randomisation répartit ces patients dans les deux groupes de façon équitable. Oui, je voudrais rajouter, merci Thomas pour ta question, là c'est Laurent Poirou à Angers. Cette question elle est fondamentale pour nous quand on se lance dans la recherche. Le plus important, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser toute une équipe de soins sur une question comme, et Carole a montré un peu la faisabilité, et pour nous quand on se lance dans un projet de recherche, ce qui va être hyper important pour nous, c'est d'avoir un collègue investigateur associé qui soit toujours investi et qui assure la veille d'apparition de patients potentiellement incluables dans l'étude, qui fasse les inclusions. Donc, ce n'est pas vraiment le statut de cadre de santé de Carole en l'occurrence, mais c'est le fait qu'elle soit plutôt là, régulièrement là, et qu'elle soit impliquée dans l'étude. Et moi, pour avoir fait plusieurs essais multicentriques, notamment sur la région, vraiment, je pense que c'est tout l'importance là du réseau qu'on entend développer avec Émilie. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive à trouver des collègues investigateurs qui se sentent investis dans l'étude et qui assurent cette mission avec une dimension de régularité, de fiabilité, quoi. Et je pense que c'est important parce que c'est pas naturel pour nous. C'est aussi décharger une inclusion dans le profil, c'est un temps pour vérifier les critères d'inclusion dans le dossier du patient, un temps d'information qui prend bien une dizaine de minutes, voire un peu plus, un temps d'inclusion sur ClinSight, un temps de remettre les documents au patient, faire le recueil de données, ça prend bien une bonne heure, et c'est un temps que ne peut pas prendre une infirmière aux urgences l'après-midi
lundi après-midi aux urgences du CHU d'Angers. Donc, si on veut faire des inclusions, il faut bien trouver un moyen humain de le faire et c'est le meilleur moyen. Après, par expérience, on voit aussi que les services où il y a, Denis a présenté les différents niveaux d'implication des paramédicaux dans la recherche, et on voit que les services où il y a notamment des infirmiers de recherche clinique, c'est aussi ça des gages de fiabilité parce qu'elles sont là, elles sont impliquées et puis elles sont là de manière régulière et elles ont cette vision qui les amène à faire en sorte que les projets soient bien conduits et qu'ils aillent à leur terme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Je pense qu'un projet toute cette énergie, elle ne vaut que si ce projet se termine. Donc, c'est vraiment le point important et quitte à en passer par des amendements de protocole, le CPP est aussi garant que le protocole reste sécure pour le patient et scientifiquement pertinent, mais la faisabilité. En tout cas, l'inclusion des patients dans le rythme attendu, c'est ce qui prime. On ne peut pas non plus faire courir un protocole sur des années parce qu'il y a un rythme d'inclusion qui est trop lent. Ça, c'est voilà. Et je pense que vraiment la rigueur scientifique avec cette randomisation permet quand même de pallier peut-être cet effet qu'on aurait pu dire un biais d'inclusion parce que certains patients ne seraient pas inclus la nuit. Il n'empêche que il y a un tirage au sort qui répartit les patients dans les deux groupes. Merci. On a une autre question de Thomas qui te demande, Emmanuel, pardon, je lis la question en même temps, savoir où tu te vois dans 10 ans. Alors là, Thomas, c'est le chercheur qui vous a présenté ma vie de chercheur il y a quelques jours, je précise. Dans 10 ans, bon, je trouve que vis-à-vis de l'étude Profidra, dans 10 ans, elle sera publiée. Comme anecdote, puisqu'il s'agit quand même de présenter Profidra, je peux vous dire que le changement de pratique concernant le décubitus dorsal, eh bien, on n'y est pas, même dans mon service d'origine à Nantes. C'est-à-dire que les messages concernant les changements de pratique sont difficiles à faire passer, malgré un affichage, malgré des collègues impliqués. Il faut que toutes les professionnels s'en mêlent et les médecins, finalement, n'ont pas forcément pris avec eux ce message concernant le décubitus dorsal. Et puis, ils y voient, je pense, peu d'intérêt à modifier cette pratique parce que derrière le travail aveugle de l'aide-soignante qui vient poser un bassin, qui vient recueillir un petit agacement du patient qui voudrait aller fumer, ben ça, ils ne l'ont pas en direct. Donc, à nous aussi d'accompagner ces conseils scientifiques d'explicitation de ce qui est de ce que ça concerne ces modifications. Donc, dans 10 ans, bah, j'espère que cette publication pourra permettre d'alerter notamment les éditeurs d'ouvrages pour les infirmiers et puis de communiquer dans certains congrès en neurologie, en infectieux, mais pas que, et aussi d'aller voir les formateurs d'IFSI, donc de publier, c'est sûr, dans une revue internationale qui va me permettre de valoriser cette recherche, de rapporter des points SIGAPS pour mon établissement, mais aussi de communiquer dans des revues qui sont plus lues en France afin de sensibiliser les collègues. Et puis dans 10 ans, ben, moi je suis comme Thomas, je suis comme Laurent, je suis comme beaucoup d'autres sur l'interrégion, donc actuellement en thèse. Et dans 10 ans, ben, voilà, j'espère que cette thèse sera terminée, mais elle ne concerne pas du tout Profidra. Mais voilà, c'est aussi Profidra, ça a été pour moi un vrai tremplin pour découvrir la recherche et ce qu'est la recherche clinique avec, comme je l'ai représenté par l'iceberg, c'est sûr la partie promotion, la partie conception scientifique qui était pour moi la partie émergée, mais une partie émergée qui n'existe que parce qu'elle a un socle, la partie immergée, c'est-à-dire eh bien, la réglementation, les collègues qui font l'investigation et donc une recherche il faut passer du temps aussi sur cette phase-là. Je te remercie. On a un message de Thomas qui vous remercie pour ses réponses très instructives. Je passe aux questions suivantes. Donc, Claire Fougeroux à Rennes qui nous demande « Avez-vous identifié d'autres sources de financement que le PHRIP ?» Alors, je peux répondre concernant, peut-être de façon générale, en 2011, je n'avais pas identifié d'autres sources de financement. Alors, il existe bien la Fondation Apicil qui, dans le domaine de la douleur, peut financer certains projets, mais à raison de 10 000 €. Et puis là, on n'est pas forcément sur une question de douleur, en tous les cas, sur la prévention de la douleur, mais je pense qu'on est un peu éloigné de leur appel d'offres. On a de la chance en tant que paramédicaux, depuis ce lancement des PHRIP, d'autres sources de financement sont disponibles et les grands établissements, mais également les CH,
petit à petit, propose aussi des financements internes pour lancer la recherche, donc des financements moindres, mais pour mener ce que j'ai appelé tout à l'heure, par exemple, des études pilotes ou des études moins ambitieuses. Donc à Nantes, c'est le cas, à Angers, La Roche-sur-Yon aussi. Donc Thomas, d'ailleurs, en bénéficie en ce moment. Et d'autres sources de financement sont aussi ouvertes aux recherches, mais parfois ce sont des recherches qui doivent se faire avec des équipes scientifiquement plus solides que nous, professionnels non formés à la recherche, comme moi je l'étais en 2011. Donc il faut accepter parfois de s'entourer d'une équipe médicale ou d'une équipe scientifique pour pouvoir présenter son projet, sinon on risque de ne pas être retenu. Je terminerai quand même parce que les soins infirmiers sont parfois, les soins infirmiers comprennent aussi les soins éducatifs, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Et dans ce cadre-là, l'appel d'offres de l'IRESP est tout à fait accessible aux paramédicaux. Mais de la même façon, quand on regarde les critères pour déposer un projet, un professionnel qui se lancerait seul sur un appel d'offres de ce type-là a très peu de chances d'être reçu. Il faut vraiment viser l'interdisciplinarité et puis montrer que l'équipe est solide. Tant sur le porteur de projet peut être paramédical, mais pour rassurer un petit peu les jurys que le projet ira au bout, de faire montre aussi qu'on s'est bien entouré. Peut-être que Laurent et Carole ont d'autres idées. J'ai peut-être raté des appels d'offres. Non, après c'est vrai qu'il y a plein d'autres possibilités de financement. Après, l'avantage du PHRIP, c'est qu'il est un peu sanctuarisé et que le jury est sensible à soutenir des problématiques de recherche innovantes, centrées sur les soins paramédicaux, et que les autres appels d'offres ne sont pas aussi exclusifs. Et voilà, la compétition reste difficile quand on soumet. Après, Emmanuel, là, tu as soumis à l'IRESP, tu as soumis aussi la semaine dernière sur un autre appel à un projet, je ne sais plus lequel. Tu vas pouvoir dire. L'agence de biomédecine, parce que de plus en plus d'appels d'offres qui historiquement étaient dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sont ouverts aux aspects de sciences humaines et sociales. Et donc, il faut un petit peu lire tout ce qui sort. Et j'aurais pas pu par contre, je pense que j'aurais pas pu le déposer si j'avais été infirmière au CHU de Nantes. C'est plutôt dans le cadre de ma thèse. Et le porteur de projet qui a été déposé reste Leïla Moret, qui est donc chercheuse BUPH au CHU de Nantes, et je travaille avec elle dans le cadre de ma thèse, et c'est comme ça qu'on l'a déposé. En tant qu'infirmier, je pense que ce type d'appel d'offres est complètement réservé à des équipes solides, donc il faut quand même le déposer avec l'équipe autour de soi. Après, il existe ce qu'on veut dire, c'est qu'avec Émilie, on met en ligne des appels d'offres qui sont accessibles. Enfin, sur le site du GIRSI Grand Ouest, on met en ligne les appels d'offres qui peuvent être intéressants pour les paramédicaux. Après, il existe d'autres plateformes, aussi des plateformes spécifiques, dont j'ai oublié le nom, mais on vous mettra ça sur le site. Non, il est même plus fin que le thésaurus. Vous pouvez faire une requête. Emmanuel, peut-être ça va te revenir. On peut faire sa requête, on tape l'objet de son, le domaine de son travail, et puis la plateforme nous met en ligne, nous propose les différents appels d'offres encore en cours, dont le domaine de recherche correspond, quoi. Donc, mais je l'ai plus en tête, mais on pourra mettre ça sur le site ou dans une prochaine communication. Et puis évidemment, il y a le thésaurus dont parlait, le thésaurus du GIRSI Est qui recense tous les appels d'offres. Après, là, c'est plutôt aux chercheurs de faire le travail de ciblage, malgré tout. Là, c'est une espèce d'exhaustivité des appels d'offres en santé. Et puis là, après, c'est aux chercheurs de pertinence, chercher qu'est-ce qui pourrait être le plus susceptible de soutenir son travail. Merci. On va passer à la question suivante, donc de Jimmy Chenet. J'espère que je n'écorche pas le nom. Emmanuel, avez-vous un temps dédié à la recherche? Pouvez-vous aisément vous dégager de votre activité de soins? Alors, merci pour cette question parce qu'elle est centrale, je pense. J'ai essayé peut-être de présenter un peu mon poste, mais je l'ai dit rapidement au départ. Quand moi, je travaillais en infectieux, bien sûr, il n'y avait pas de temps dédié puisqu'on était dans la phase de montage de projet. Et puis ensuite, en 2013, puisque l'établissement de la CHU de Nantes avait souhaité mettre en place une cellule d'appui
cellule de promotion de la recherche paramédicale et que je faisais partie des quelques professionnels qui avaient un projet de recherche à l'époque, eh bien, ce poste-là m'a été proposé. Donc, j'ai été à mi-temps en soins, puis avec un mi-temps complémentaire à la DRCI pour pouvoir accompagner les collègues dans leurs projets de recherche. Beaucoup de personnes sont venues rencontrer la cellule et donc ce mi-temps est passé à temps plein. Donc actuellement, mes missions à l'hôpital, qui sont celles de Laurent à Angers, qui sont celles d'autres professionnels. Sur 32 CHU, il y a 30 personnes qui ont un poste identifié pour accompagner les autres à mener leurs recherches. En tous les cas, mes missions, c'est une aide pour monter son protocole, c'est également de monter un plan de formation, de donner des formations dans différents endroits, mais aussi aux collègues dans le cadre de la formation continue, et puis d'animer une dynamique au sein de son établissement avec une commission recherche, avec la constitution d'un réseau, notamment avec d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales et autres, et tout ce travail fait que ça m'occupe à temps plein. Cela dit, puisque j'avais ce projet de faire une thèse, mon employeur, le CHU de Nantes, c'est surtout le coordonnateur général des soins qui est la personne référente au niveau hiérarchique, et bien, a accordé que le mercredi, j'aille au laboratoire pour pouvoir travailler sur ma thèse. Profidera, ça fait partie des activités. Et peut-être que pour être tout à fait clairvoyant avec vous et peut-être donner aussi à quoi ressemble la vie d'un chercheur, et je pense que Thomas l'avait bien présenté jeudi, ça dépasse complètement le temps de travail qui pourrait être réglementairement de 35 heures. Et la thèse, c'est le mercredi, mais c'est le soir et le week-end. Avec une vie familiale également, parce que je pense que c'est important de dire qu'on peut aussi avoir une vie familiale. Mais voilà, donc c'est un engagement parce qu'au bout, il y a une grande motivation. Ça correspond sans doute à quelque chose que j'avais très envie de faire dans ma vie. Donc, je le vois comme ça, comme étant quelque chose qui entretient une motivation du quotidien. Donc, du temps dédié, un jour par semaine. Et puis, le reste du temps, que je m'organise comme ça. Et ma thèse n'aura pas lieu en 3 ans. Elle aura lieu, j'espère que dans 4 ans de thèse suffiront pour présenter les résultats. Et pour Profidera, l'argent qui a été remporté permet de mobiliser d'autres personnes que moi sur ce projet que je coordonne, mais je n'inclus pas de patients. Et ça, c'est le rôle d'Anastasia Galivel-Voisine à Nantes, notamment, qui, elle, va voir les patients et inclut les patients à Nantes. Merci pour cette réponse à une question qui est souvent relayée. Je passe à la question suivante. Donc, il nous reste 2 questions. Donc, Brice Bonneau qui nous demande: avez-vous sollicité et ou obtenu des bourses de recherche par des sociétés savantes? Si oui, à quelle étape de votre projet et les avez-vous sollicitées? Merci. Alors, la question a été, je relis les questions au fur et à mesure, elle a été posée un petit peu au début, donc peut-être tu as déjà un petit peu répondu, mais je te laisse la parole. Voilà. Non, pas pour ce projet. D'emblée, j'avais ciblé le PHRIP parce que c'est quand même l'appel à projet qui finance le mieux ces projets. Enfin, je veux dire en termes de sommes allouées. Je parlais de la société l'agence de biomédecine auquel j'ai soumis le projet la semaine dernière, un autre projet, j'espère être clair, donc qui concerne plus ma thèse. Le plafond est de 40 000 €, alors que le PHRIP finance les projets à hauteur du budget demandé. Société savante, non pour ce projet-là, mais à Nantes, on a eu l'occasion de déposer à d'autres appels d'offres. Je pense notamment à la SFARC dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation, et puis la SF2H, Société française d'hygiène hospitalière. Yvan Desroins a obtenu une bourse cette année pour mener une étude pilote avec 10 000 € qui préfigure un PHRIP peut-être selon les résultats de cette année. Voilà, je veux dire par là que je pense que c'est le montant de la bourse qui est affiché à l'appel d'offres qui permet aussi de dimensionner le projet qu'on va déposer. 10 000 € ne suffisent pas à mener un projet incluant 554 patients. Donc, dans ce cadre-là, on peut dimensionner son projet et peut-être financer une partie de la recherche, par exemple tout ce qui est études observationnelles, exploratoires de départ, qui sont parfois essentielles pour tester aussi la faisabilité, au-delà même de ce que j'avais pu présenter tout à l'heure sur
les données de la population quand la littérature ne les donne pas. Donc, il faut regarder absolument ce point-là. Merci Emmanuel. Une dernière question donc de Christelle Onana qui nous demande « Bonjour et merci pour votre présentation. Avez-vous déjà envisagé des protocoles en partenariat avec les libéraux ?» Alors, merci pour cette question. Et puis, je suis ravie de pouvoir répondre oui, parce que c'est une gageure de pouvoir inclure en ce moment les libéraux, puisqu'on n'est pas très fort, je pense, dans les CHU et les CH, de travailler avec eux par manque de dispositifs, hein, sans doute. Mais Anne Potier, qui est infirmière au CHU de Nantes, qui a un poste dédié en consultation vasculaire et qui s'intéresse et qui s'occupe, en tout cas qui est missionnée pour tous les aspects de cicatrisation des plaies d'origine vasculaire, s'est posé la question de savoir s'il fallait inclure le talon ou pas quand on déroule une bande on dit compression médicale, donc les bandes de contention, autrement dit, parce que parfois on les appelle comme ça. Elle a juste observé que parmi sa patientèle, les patients qui viennent et de leur domicile, mais aussi les patients hospitalisés, la moitié des patients avaient le talon inclus sous la bande et puis d'autres le talon à l'air. Alors, ça paraissait être très minime comme question, après tout, quelques centimètres carrés de peau à l'air, est-ce que vraiment ça va changer la vie du patient? En fait, derrière ça se cache aussi une réalité pour les infirmières libérales, c'est des conflits avec le patient. Parfois, l'infirmière libérale, quand elle veut suivre les recommandations actuellement en cours, notamment par la HAS, il faut inclure le talon pour pouvoir dérouler la bande de façon homogène. Mais ça engendre derrière une difficulté de chaussage, parfois une tolérance moindre de la bande. Et donc, on voit complètement deux pratiques. Et les infirmières qui défendent ça et qui vont poser la bande comme elles ont appris, comme elles ont vu qu'il fallait le faire. Et puis d'autres infirmières qui préfèrent prendre en compte le souhait du patient pour peut-être augmenter l'observance aux bandes de compression médicale. Et Anne, ayant observé ça et ayant surtout au niveau des recommandations de la HAS observé que ces recommandations ne reposaient pas du tout sur des données probantes. En fait, elles reposent sur un avis d'expert parce qu'il n'y a pas de données scientifiques qui permettent de dire que la pression sous la bande est la même si le talon est couvert ou pas. Eh ben, elle a déposé cette année son projet, au PHRIP 2018, dont on attend les résultats d'ici quelques semaines. Et ce protocole, il n'aura de sens que si les patients sont inclus à domicile et la bande est posée par l'infirmière libérale. Donc derrière, on a travaillé avec l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, afin de nous assurer d'une bonne communication du protocole. Et on a, en termes de faisabilité, on a travaillé cet aspect-là avec eux pour demander aux infirmières libérales si elles seraient intéressées par ce protocole. Et à l'unanimité, les infirmières sont emballées par l'idée parce que c'est une thématique du quotidien pour elles et dans les cabinets de soins, parfois sur deux conflits entre collègues qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et quand on sait qu'il y a une alternance des professionnels au domicile, c'est complètement perturbant pour un patient d'avoir deux techniques de soins différentes. Donc, elles avaient ce souhait, en tout cas, d'avoir une réponse. Donc, on a grand espoir de pouvoir répondre à ça d'ici quelques mois si le financement est obtenu. Merci pour cette réponse. Alors, on n'a plus de questions écrites. Par contre, on voit qu'on a 3 salles de connectés. On va peut-être pouvoir donner les micros si vous le souhaitez. Au CHD de Vendée, à l'ICO ou à Brest, souhaitez-vous prendre la parole? Alors, on vous ouvre un micro si vous voulez parler. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais simplement remercier du coup tous les, Emmanuel en tout cas pour avoir accepté de présenter ce lundi du GIRSI et puis du coup David Guénaud, Denis Bénuno et puis Carole Aubertin d'avoir accepté en fait de participer et nous présenter en fait leur point de vue relatif à leurs occupations quotidiennes. Je ne sais pas, si vous voulez un petit mot de fin, je vous laisse la parole. Non, je voulais comme Émilie, remercier tout le monde. C'est vrai que quand le GIRSI nous a sollicité pour savoir si on voulait organiser un lundi du GIRSI à destination de nos collègues, voilà, on a su relever le défi. Et puis donc merci à tous les orateurs participants. Voilà, on essaie l'idée c'était de
d'être incitatif, de montrer qu'il y avait toute une part d'engagement personnel, mais qu'il y avait aussi des relais qui sont dans les DRCI et puis dans les réseaux d'investigateurs sur l'interrégion. Donc, j'espère que l'idée, c'était de susciter les envies et les projets. Voilà, j'espère qu'on a répondu aux questions. Je profite avant de conclure là, pour juste dire tout à l'heure le site dont je vous parlais. C'est www.aap-recherchesanté.fr. Donc là, vous avez un calendrier de tous les appels d'offres en santé. Vous pouvez faire du tri en fonction de vos domaines. Et voilà, on mettra la référence, mais je vous le rappelle, c'est www.aap-recherchesanté.fr. Donc là, un site pour pouvoir faire le tri sur tous les appels d'offres en cours. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de lundi du GIRSI. Puis, nous, particulièrement, le réseau recherche et innovation paramédicale, on vous donne rendez-vous sur les prochains jeudis les jeudis de la recherche avec le programme. Il y a de l'écho. Le programme, Émilie, c'est jeudi au mois de janvier. C'est le jeudi 10. Le jeudi 10, voilà. Voilà, avec les collègues de Tours qui nous présenteront leur travail de recherche. Et puis avec Émilie, là, on est en train de finaliser le programme des jeudis de la recherche pour 2019. Et puis, on mettra ça, enfin, on vous informera, on mettra ça très vite ça en ligne. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de lundi. Et puis, à bientôt. Merci à vous d'avoir été présents. Merci beaucoup, le réseau recherche paramédicale. Effectivement, le défi est relevé. Voilà. Merci à tous les intervenants. Nous vous donnons rendez-vous donc pour un prochain lundi du GIRSI, le 1er du mois de l'année 2019, donc a priori le 28 janvier, mais on vous confirmera la date qui sera présentée par le professeur Marc Cugia et ce sera en lien avec le rapport du Data Health Hub. Voilà, merci à tous. Ah oui, autre chose, donc la présentation sera disponible en ligne sur notre site, également sur la chaîne YouTube du GIRSI. En revanche, comme le début a été un peu tronqué, on vous mettra également en ligne les présentations PowerPoint. Voilà, merci à tous. Chacun fait des choses d'ailleurs.